Alors donc effectivement, on va parler de transition agroécologique sur cette petite table ronde. Donc là, on va pendant ensemble à peu près 3/4 d'heure se centrer sur la question de l'agriculture française et européenne. On va parler un petit peu moins des questions nord-sud, même si les thématiques en fait sont très proches, mais on va partir d'exemples plutôt à l'échelle française. Alors pourquoi cette table ronde? Tout simplement parce que, vous le savez, hein, notre agriculture et notre alimentation en France et même en Europe doivent évoluer, tout simplement parce qu'elles sont fortement contributrices au changement climatique. Elles impactent aussi les pertes de biodiversité et en même temps, elles font partie de la solution. On le sait, on a aujourd'hui des scénarios d'évolution qui peuvent imaginer une agriculture, une alimentation à horizon 2050 qui soit 100% agroécologique et qui en même temps permettent de répondre aux défis environnementaux et permettent de remplir l'assiette des Européens. C'est possible. Voilà, vous connaissez peut-être le scénario TIFA, par exemple, 10 Years for Agroecology de l'IDRI ou le scénario AFTER. Donc, en tout cas, ce sont des scénarios qui nous donnent de l'espoir. On sait qu'on peut y arriver. Donc, maintenant, il faut y aller. Mais nous, acteurs du commerce équitable, on entend aussi que changer, ce n'est pas si simple et qu'il ne suffit pas d'injonction. Et on entend très souvent des témoignages de producteurs, de productrices du monde agricole qui nous alertent, qui alertent la société en disant que finalement nombreuses sont ceux et celles qui se sentent enfermés en fait dans un système économique, dans une impasse, du surendettement, on le sait, des charges récurrentes, des prix agricoles qui ont tendance à faire le yo-yo avec une visibilité souvent difficile. Et une grande difficulté à encaisser des changements forts qui peuvent advenir dans les prix, dans les partenariats, dans la valorisation des produits. Donc une précarité économique, l'instabilité des prix sont des sujets qui nous parlent dans le commerce équitable et notre mouvement a déjà réfléchi depuis plusieurs mois en se disant qu'on avait aussi une forme de responsabilité, de dire que notre travail, les outils de partenariat économique qu'on a développés depuis des années devait aussi se mettre au service de ces changements sur les modes de production qui sont nécessaires et que c'était notre manière de pouvoir contribuer à ça. Et donc ce sujet-là, on l'a déjà abordé il y a quelques mois. Hein. C'était en novembre dernier, nous avions organisé des assises nationales du commerce équitable Origine France. Et les 200 participants qui étaient présents, on pouvait être un peu plus nombreux à ce moment-là, on validait vraiment cette envie et cette responsabilité de dire que le commerce équitable appliqué aux filières françaises, il devait s'attacher à la fois à assurer une juste rémunération des producteurs et des productrices, mais également d'accompagner, d'encourager la transition agroécologique. Donc aujourd'hui, on va essayer d'aller une étape plus loin. On a validé ensemble cette envie. Je pense qu'il y a plus vraiment de débat, mais on va essayer d'aller un peu plus loin et de dessiner la feuille de route. Maintenant, il faut y aller. Comment on y va et comment on y va le plus vite possible, j'allais dire, parce que les messages sur le changement climatique sont quand même assez alarmants. On n'a malheureusement pas 2 siècles devant nous pour agir. Alors, du coup, travailler une feuille de route, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà se dire, ok, l'agroécologie, c'est un mot. On a envie de se dire ensemble qu'est-ce qu'on met tous ensemble derrière, comment on définit ça, comment on arrive à juger si dans certaines pratiques on va assez loin, on va assez vite, qui est à même de juger ça. On va avoir besoin aussi de se donner d'outils pour suivre nos avancées. Donc sans doute des besoins de se former, d'accompagner les producteurs, les productrices, les entreprises, peut-être définir des indicateurs. Alors on va peut-être pas réinventer des choses, il en existe sûrement, il en existe plein, mais voilà, se dire qu'est-ce qu'on se donne. On se donne des indicateurs des moyens, des indicateurs d'impact. En gros, on n'a pas envie de soutenir une démarche comme Ecophyto qui a des belles ambitions, qui a des moyens, mais au final, quand on regarde dans le rétroviseur, par exemple, l'utilisation des pesticides n'a pas diminué en France, il a même continué à augmenter. Donc l'idée, c'est en tout cas de s'organiser pour pouvoir s'assurer qu'on est sur le bon chemin et qu'on avance effectivement. Alors pour engager ça, nous avons demandé à Marc Dufumier, qui est avec nous ce matin pour cet atelier, d'écrire un peu une feuille de route de cette vision, ce que ça pourrait être, l'agroécologie dans les filières de commerce équitable, qu'est-ce que ça veut dire en France. Donc on a une première note qui a été également discutée, amendée et enrichie au sein du comité national de concertation que nous animons à Commerce Équitable France avec les principaux acteurs des filières françaises de commerce équitable.
Donc cette note, vous l'avez en première exclusivité pour les personnes qui sont en présentiel avec nous. Hein. On va finaliser complètement et vous l'aurez plus largement. Et donc Marc est avec nous pour cet atelier. Il nous aidera juste après les témoignages à lancer le débat. Donc, merci Marc Dufumier d'être avec nous. Et on va d'abord commencer par des témoignages. Et donc, je vais présenter nos autres intervenantes et intervenants. Donc, nous avons avec nous Christelle Garnier. Donc, Christelle, vous êtes productrice à la Ferté-Loupière. Alors, ouais, on peut enlever le masque. Donc, c'est dans l'Yonne, en France, en Bourgogne, du coup, c'est ça. Donc, vous êtes productrice sur une ferme bio. Vous produisez des céréales, des légumineuses, des lentilles, je crois, des volailles. Voilà. Vous êtes également vice-présidente de la COSEBI, donc c'est une coopérative qui collecte des céréales bio, et administratrice de Biocop. Je vais vous donner la parole en premier. Et également, je présente Ludovic Brindejon, qui est également avec nous pour cette table ronde. Donc Ludovic, vous êtes directeur du label de commerce équitable français, voilà, Agriéthique. Donc un label qui travaille aujourd'hui qui s'est beaucoup développé, donc qui travaille avec plus de 1500 producteurs notamment sur la filière céréales, mais également les œufs, le lait, la viande, les légumineuses. 19 groupements de producteurs, plus de 35 industriels, je crois, et 850 boulangeries. Donc ça fait beaucoup d'acteurs avec lesquels travailler. Et donc on va avoir deux visions un peu différentes. Christelle, on est déjà dans le monde de la bio depuis longtemps et on va voir comment on peut continuer à avancer et se challenger sur ces sujets environnementaux. Et pour Ludovic, vous avez fait le choix aussi de travailler avec des acteurs du conventionnel pour les engager aussi à évoluer. Et c'est vrai qu'on a besoin que toute l'agriculture française bouge. Donc on sera très intéressé à savoir quels moyens vous donnez et comment vous arrivez à emmener dans ce mouvement collectif même des acteurs dont ce n'était pas forcément la première ambition au départ. Voilà, merci d'être avec nous ce matin. Donc maintenant que ce décor est un petit peu planté, je vais d'abord passer la parole à Christelle. Et peut-être avant, un petit point technique. Vous avez la possibilité de poser des questions. Donc on va encore utiliser le dispositif Klaxoon pour permettre à la fois aux personnes qui sont en présence et à distance de poser des questions. Et donc vous pouvez pendant toute la table ronde poser des questions sur Klaxoon et également si vous n'êtes pas inspiré mais que vous êtes d'accord avec ceux qui ont déjà posé des questions, vous pouvez aussi liker, dire quelles questions vous paraissent les plus pertinentes. Et donc nous on aura un petit temps à la fin pour effectivement interpeller nos intervenantes et intervenants avec les questions qui auront été les plus populaires parmi celles posées. Voilà, merci. Donc Christelle, je me tourne vers vous d'abord. Donc, à l'échelle de la COSEBI, on a dit, vous collectez des céréales bio, vous travaillez avec des fermes qui sont majoritairement en bio. Ceci étant, même en bio, on a encore toujours du chemin à faire sur ces questions environnementales. Donc, je voulais vous puissiez nous dire comment, à l'échelle de la COSEBI, vous travaillez. Est-ce que vous êtes fixé des objectifs d'amélioration environnementale sur les différentes fermes adhérentes de la coopérative et comment vous les suivez, en fait, quelles sont vos ambitions et vos engagements? Merci. Ok, bonjour à tous. En fait, au sein de la COSEBI, alors la COSEBI, pour présenter, c'est une coopérative 100% bio qui a plus de 37 ans maintenant. Donc c'est vrai que la coopérative de fait était 100% bio. Donc au départ, les créateurs étaient des fermes, des agriculteurs très engagés dans le bio. Et puis petit à petit, il y a eu de plus en plus d'adhérents qui sont arrivés au sein de la COSEBI. Et en fait, ce qu'on a mis en place il y a quelques années, c'est donc dans notre projet politique, on a oh là là, ça sonne là. Bon. Dans notre projet politique, on a impulsé le fait qu'on ne voulait pas seulement que le groupement soit 100% bio, mais on voulait aussi que les fermes soient 100% bio. Parce que finalement, un adhérent pour nous donner leur production bio, finalement, pouvait avoir une partie de sa ferme en conventionnel. Et donc, on a mis en place ça au sein de notre projet politique pour être sûr que y ait un accompagnement, que les fermes puissent passer en bio 100% sans en avoir peur. Donc du coup quand on demande, on se présente pour être adhérent à la COSEBI, du coup il y a tout un accompagnement avec l'agriculteur pour justement l'aider à être à terme en 100% bio. Alors ça se fait pas du jour au lendemain, passer en bio, effectivement il y a des agriculteurs qui sont prêts à le faire et qui passent le pas tout de suite. Bon, voilà, moi je passe ma ferme en bio. Mais en tout cas, il y a des gens qui ont besoin d'être accompagnés et qui passent petit à petit en fonction du contexte, en fonction de peut-être il y a des gens en GAEC où il y a un
une des personnes au sein du GAEC qui en a peur, qui veut pas le faire, et donc on a mis tout en place un processus pour les accompagner. Donc les fermes sont accompagnées effectivement par les techniciens au sein de la COCEBI, par les administrateurs, par les autres fermes qui sont en bio. Donc on a des groupes de travail sur donc les pratiques agronomiques, sur aussi l'impact économique sur les fermes. Donc il y a tout un accompagnement pour chaque acteur, quoi. Ils ont combien de temps pour passer en bio, les fermes, en 100% bio? Alors en fait, elles ont 5 ans pour passer en 100% bio. Donc alors bon, 5 ans c'est vraiment la dernière limite, j'ai envie de dire, c'est rare que ce soit aussi long, mais en tout cas, on laisse la possibilité aux fermes d'avoir de ce temps-là. Et quels sont les principaux freins vous identifiez dans ce passage en bio? Dans ce passage, alors il y a les freins enfin, je pense que c'est complètement personnel en fait. Enfin, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui ont l'habitude d'une pratique conventionnelle et qui se disent, enfin voilà, c'est pas dans leur manière de voir les choses. Et du coup, le frein économique aussi. Enfin, il y a des gens à qui ça fait peur, mais c'est vrai qu'il y a quand même un accompagnement par rapport aux différentes rotations pour que ça passe économiquement. Ok, merci. Et vous, en préparant cette table ronde, vous me disiez que au-delà de cet aspect-là, qui est un peu dans les gènes, on va dire, dans la coopérative, s'engager sur le bio et donc aller encore plus loin dans l'engagement sur les fermes, vous étiez en train de réfléchir à la question de la biodiversité pour essayer là aussi de suivre mieux les pratiques sur les fermes et de les engager. Vous en êtes où sur le sujet? Alors c'est vrai que les pratiques agronomiques en agriculture biologique sont déjà une forme de biodiversité, parce qu'en fait on a une multitude de cultures qui reviennent dans les rotations. Et au-delà de ça, on est en train de travailler sur un état des lieux des différentes fermes des adhérents de la COCEBI pour voir un petit peu la taille des parcelles, comment elles sont enfin quel type de haies, enfin les haies, les pratiques. On a aussi des adhérents qui font de l'agroforesterie, etc. Donc en fait, on est en train de faire un état des lieux sur les fermes pour voir comment elles sont en fonction de l'endroit où elles sont situées, voir s'il y a possibilité de pouvoir réimplanter des haies, enfin remettre des choses aller plus loin dans la biodiversité en fait. D'accord. Est-ce que vous envisagez d'évaluer l'impact concret sur le terrain, de faire un inventaire, par exemple, des espèces animales et végétales sauvages au temps zéro et 3 ans après c'est des questions qui peuvent se poser entre on se donne les moyens de remettre des haies et est-ce que on a effectivement un impact après Ouais, c'est clair. Enfin, de toute façon, là, on est à l'étape état des lieux, mais effectivement, quand on aura évalué l'état des lieux, on verra quelle progression ça mettra en place en fonction de ce qu'on mettra en place, quoi. Parce que chaque agriculteur mettra en place, parce qu'il faut que ce soit aussi approprié par les agriculteurs. Ok, merci beaucoup. Merci Christelle de nous avoir expliqué ce qui se passe à la COCEBI. Donc voilà, on a l'impression qu'il y a un peu un continuum, on va dire, des engagements sur les fermes, la coopérative à partir de la bio. Je vais me tourner vers Ludovic maintenant. Donc le label agri-éthique demande aux fermes aussi de se engager dans des cahiers des charges environnementaux avec un panel de pratiques assez large et on pourrait dire que pour certaines l'engagement au départ peut être un peu modeste, on va dire, sur les questions environnementales. Bah, contredirez si vous n'êtes pas d'accord. Mais en tout cas, il y a effectivement l'ambition du label de susciter des ambitions plus fortes en termes de pratiques environnementales, de les accompagner, de challenger, peut-être de corriger le tir si on n'est pas sur le bon chemin. Donc, qu'est-ce que le label, en fait, peut faire là-dessus? Donc ça nous intéresse de voir qu'est-ce que vous faites, ce que vous pouvez faire demain en tant que label pour effectivement pousser les acteurs, que ce soit au niveau des fermes ou peut-être au niveau des groupements de producteurs, au niveau des entreprises, pour avancer sur ce chemin et mesurer en fait les avancées et évaluer l'impact. Merci Julie. Alors je vais me rapprocher parce que tout le monde entend. Donc alors petite précision, en effet, c'est vrai que le label agri-éthique est né, je le rappelle, en 2013. Et au démarrage, notre objectif était avant tout d'apporter une juste rémunération aux producteurs.
Avant de parler, je dirais, d'environnement, de bien-être, si le producteur, alors c'est des banalités, mais ça me paraît essentiel de le rappeler, si le producteur n'arrive pas à vivre de son métier, ça va être compliqué, je dirais, de l'engager dans une démarche de progrès, notamment sur ses pratiques environnementales et bien-être. Et ça, on l'a compris dès le départ quand on a monté je dirais le concept et maintenant le label de commerce équitable. Aujourd'hui, Agritic, on n'impose pas un cahier des charges. L'objectif, c'est pas d'imposer un cahier des charges. Moi, ça fait depuis plus de 20 ans que je travaille dans le domaine des filières et les cahiers des charges, ils sont systématiquement imposés aux agriculteurs. Et c'est très compliqué, je dirais, de motiver l'agriculteur dans des pratiques si lui-même n'a pas participé à la co-construction de ces cahiers des charges. Ça me paraît essentiel. Donc aujourd'hui, la philosophie d'Agritic, elle est extrêmement simple. C'est de bâtir des projets, je dirais, territoriaux, résilients, qui soient vraiment co-construits avec les acteurs, les agriculteurs du territoire. Et on voit que ça fonctionne parce que à partir du moment où ils participent, je dirais, à cette co-construction, leur motivation est d'autant plus grande pour évoluer dans leur pratique. Donc ça, c'est extrêmement important. Je reprends quelques notes parce que j'ai oublié certaines choses. Vous avez des exemples à nous proposer? Vous avez des exemples? Oui, bien sûr, j'ai des exemples à vous proposer, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'adresse à la fois à des acteurs du bio. Alors, tu parles du conventionnel. Aujourd'hui, le terme conventionnel est un peu péjoratif. J'ai envie de parler des acteurs du non bio. Et on s'adresse, c'est vrai, à toute typologie d'acteurs. L'intérêt, il est le suivant, c'est que finalement, c'est dit d'aller chercher des acteurs qui sont déjà engagés dans la bio. Finalement, le travail, entre guillemets, il est déjà fait. Alors, on va être là pour pérenniser sur des contrats à 3 ans, à 5 ans, à 8 ans, pour permettre à ces acteurs déjà engagés dans la bio de pouvoir, je dirais, continuer à vendre leurs produits. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller aussi chercher les autres acteurs qui se posent les questions, en effet, de se dire, finalement, j'ai envie d'aller. Je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont envie d'aller vers la bio, mais qui n'ont pas forcément le marché ou, je dirais, les moyens d'y aller, l'accompagnement technique pour y aller. Donc, on va aller chercher ces acteurs-là. On va mettre autour de la table donc ces agriculteurs, ces premiers transformateurs, ces metteurs en marché, et ensemble, ils vont construire un projet sur 3 ans, 5 ans, alors c'est plutôt 5 ans, 8 ans. Et là, on va obtenir le déclic, et là, on va avoir des agriculteurs qui vont s'engager. Juste avant, pour être totalement transparent, juste avant l'intervention, je reprenais un peu mes chiffres, et aujourd'hui, depuis 5 ans, je vais prendre sur 2 départements, la Vendée et les Deux-Sèvres. Donc depuis 2015, depuis que je dirais on s'est un peu plus engagé vers la bio avec le label Agritic, on augmente à peu près de 30% les surfaces en conversion bio. Je parle de conversion, je ne parle pas d'acteurs en bio qui sont venus vers l'équitable. Donc 30% par an sur 5 ans. On est passé de 10 000 hectares à 27 000 hectares. Tout ça, pourquoi? C'est qu'à un moment donné, des entreprises se sont intéressées au commerce équitable et ont vu tout l'intérêt de s'inscrire dans ce modèle pour engager les producteurs vers la bio. Donc ça, c'est un exemple concret aujourd'hui que je dirais que le commerce équitable peut permettre en effet à des acteurs, des agriculteurs qui ne sont pas encore engagés de passer le cap et d'aller vers la bio. Super. Et c'est extrêmement intéressant. Et du coup, Agritic en tant que label, donc vous proposez aux acteurs de réfléchir à un projet sur un territoire. Est-ce que vous arrivez à suivre sur la durée? Là, vous nous avez donné des chiffres sur la bio qui sont très intéressants, effectivement. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme dispositif pour pouvoir suivre les avancées? Parce qu'en plus, tout le monde ne va pas se convertir tout de suite en bio, donc c'est un des indicateurs, mais peut-être pas le seul. Exactement. Comment on trace le chemin, on va dire, quand on n'arrive pas à une conversion bio, qui est quelque chose qu'on peut tracer facilement. Alors déjà, j'ai envie de dire,
Christelle en parlait tout à l'heure, il faut partir d'un T0. C'est vrai qu'une action qui va être innovante sur un territoire, sur un autre territoire, va être déjà peut-être largement développée. Donc finalement, moi je crois beaucoup au principe d'additionnalité en fait. C'est-à-dire qu'on doit partir d'un T0 et mesurer le progrès. Et c'est vrai que les territoires sont pas au même niveau par rapport à différentes actions qu'on peut mener. Donc aujourd'hui, ça nécessite des moyens. Donc aujourd'hui, donc on a fait le tour, je dirais, des différents projets innovants qu'on peut avoir sur le territoire. Et l'étape suivante qu'on est en train de mener, c'est justement de mesurer le réel bénéfice que peuvent apporter ces actions. Parce que finalement, le label agriéthique existe depuis plus de 7 ans. Maintenant, il faut mesurer. Certaines actions ont peut-être dû fonctionner. Il y a des effets positifs sur l'environnement, sur le bien-être animal. Et d'autres actions qui ont peut-être moins bien fonctionné. Il faut savoir le dire aussi. Et donc aujourd'hui, on est en train vraiment de mener une enquête sur l'ensemble des territoires. Donc ça représente un peu, alors tu disais 1500 producteurs. Maintenant, on est plutôt à 2000 producteurs sur une vingtaine de collectifs. Donc ça va être extrêmement intéressant justement d'identifier quelles sont les actions qui ont fonctionné. Alors tu me demandais des exemples concrets. Alors il y a un sujet qui me passionne, ça fait beaucoup rire à chaque fois, mais c'est l'élevage de poules pondeuses. J'ai appris beaucoup de choses. C'est vrai que qu'on soit en plein air ou en bio, finalement on s'aperçoit que c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Et là on se fait accompagner d'experts. C'est-à-dire que Agriéthique n'est pas là pour accompagner techniquement les acteurs. Il faut qu'on se fasse entourer. Donc sur le bien-être animal, on travaille avec une ONG qui s'appelle CWF. Sur les aspects plus environnementaux et d'agroforesterie, on va travailler avec des associations locales qui vont nous apporter, qui vont apporter surtout à nos partenaires, aux collectifs de producteurs, de l'expertise pour choisir les bonnes essences d'arbres à implanter sur le parcours. Tout ça pourquoi ? Pour permettre aux poules finalement de sortir du bâtiment. Parce que le problème, c'est vrai que dans la vision du consommateur, la poule plein air ou la poule bio, finalement, elle est continuellement dehors. C'est faux. La poule, quand il pleut, elle préfère rester à l'intérieur du bâtiment. S'il n'y a pas des arbres à l'extérieur, elle va pas pouvoir se protéger, elle va se sentir en danger. Donc, il faut optimiser ce qu'on appelle optimiser les parcours extérieurs. Pour optimiser les parcours extérieurs, nous, on n'est pas des spécialistes. Par contre, on se fait accompagner. Ça fonctionne plutôt bien. Et quand on met en place, je dirais, des arbres à l'extérieur, pourquoi pas mettre des arbres fruitiers et là, on est sur une autre économie encore. Donc, il y a vraiment tout un raisonnement à revoir. Et finalement, les agriculteurs, et je vais boucler autrement... les agriculteurs, les éleveurs qui finalement voyaient pas l'intérêt de planter des arbres à l'extérieur, maintenant ils comprennent l'intérêt pour le bien-être de leurs poules, de leurs animaux, mais ils comprennent aussi que finalement il y a une autre économie qui peut s'engager derrière. Donc nous, notre rôle, c'est de créer cette communauté. J'ai pas peur de le dire. On crée une communauté d'acteurs qui partagent les mêmes valeurs et qui, à un moment donné, vont essayer de co-construire des projets territoriaux qui ont du sens et qui apportent un réel bénéfice, que ce soit sur l'aspect environnemental ou bien-être animal. Okay. Merci beaucoup. Je vais demander à Marc Dufumier peut-être de réagir à ces deux témoignages. Et puis bien sûr, après, on pourra prendre vos questions. Moi, j'en ai quelques-unes encore aussi en rap peut-être à vous proposer. Marc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on est sur la bonne voie là, avec ces deux exemples pour pouvoir contribuer, nous, en tant qu'acteurs du commerce équitable, à la transition agroécologique? J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais la COCEBI est évidemment engagée dans des partenariats de commerce équitable. Sinon, Christelle ne serait pas avec nous ce matin. Alors, la réponse est oui. Et le premier indice, c'est quand même que quand on travaillait avec des produits en provenance du Sud, nous n'imposions pas un cahier des charges bio. Et néanmoins, aujourd'hui, 80% des produits agricoles du Sud, enfin presque 80% des produits labellisés équitables en provenance du Sud sont devenus bio, et d'autres sont à la fois bio et gourmet. Donc il est clair que on l'a vu, il faut déjà avoir une juste rémunération pour commencer à faire les investissements nécessaires à cette transition agroécologique, et on espère évidemment qu'avec cette transition agroécologique, les gens font des bons produits, c'est le consommateur qui paye, et dans le sens de l'agroécologie. Et
et favorable à l'intérêt général dans le sens de l'agroécologie. La surprise, ça pourrait être, franchement, l'agroécologie, c'est faire l'usage intensif de l'énergie solaire pour fabriquer de l'énergie alimentaire. Pas de pénurie de rayons de soleil avant 4 à 5 milliards d'années. C'est faire l'usage intensif du carbone, du gaz carbonique pléthorique dans l'atmosphère pour fabriquer les hydrates de carbone, le sucre, l'amidon, les lipides. Et puis ça peut même, avec le carbone qui est dans la paille et les racines, séquestrer du carbone dans l'humus des sols. Il n'y a pas de pénurie annoncée de gaz carbonique. On peut en faire un usage intensif. C'est faire l'usage de l'azote de l'air pour fabriquer des protéines via des légumineuses. C'est aller chercher les éléments minéraux qui sont altérés par la roche-mère en profondeur. C'est mieux comme ça, pardon, je ne m'en rends pas compte, mais c'est mieux. Et aller, avec des champignons mycorhiziens, avec les racines des arbres, l'agroforesterie dont on parlait tout à l'heure, aller chercher les éléments minéraux qui nous sont donnés gratuitement en profondeur. Faire remonter avec la sève, ça va dans la feuille morte, la feuille morte tombe à terre, ça fertilise la couche arabe. C'est utiliser des poules pondeuses qui sortiront effectivement de leur poulailler, à la condition c'est qu'il y ait des pommiers ou qu'il y ait des arbres à côté, ce genre de choses. Mais le pommier, il produit des pommes, et puis le pommier, il attire les carpocaps, et puis les poules, elles vont bouffer les larves de carpocaps. Ah! C'est un agroécosystème d'une incroyable complexité. Alors on parle de haies, on parle de champignons mycorhiziens, etc. Vous l'avez compris. Si on parvient à rémunérer correctement les gens, peut-être que les gens auront les moyens effectivement de pratiquer ça, mais on fait un usage intensif de ce qui coûte rien. Alors pourquoi on n'y est pas encore? Ben c'est tout simplement parce que ça exige du travail. C'est artisanal, c'est intensif en emploi, c'est peut-être pas idiot de promouvoir l'agriculture intensive en emploi dans les pays du Sud où les gens vont dans les bidonvilles, et même chez nous il y a un taux de chômage. Aider à l'installation de jeunes agriculteurs, permettre aux agriculteurs de vivre et travailler dignement dans leur région, c'est loin d'être idiot. Et je pense que le commerce équitable doit servir à ça, rémunérer correctement les agriculteurs pour qu'ils puissent mettre en œuvre, et c'est souvent eux, de leur propre initiative, qui savent qu'un militant n'achètera pas un produit éventuellement plus cher, si le produit n'est pas meilleur, bio au moins, gourmet, et si on n'est pas payé pour des services environnementaux. Mais c'est ça. L'idée, c'est que le commerce équitable contribue à rémunérer le service d'intérêt général, fabriquer de l'humus, les légumineuses, moins d'importation de soja, moins d'importation de gaz naturel russe pour fabriquer des engrais azotés de synthèse, moins d'émissions de protoxyde d'azote, moins de contributions au réchauffement climatique. C'est l'intérêt général. On doit être correctement rémunéré. Et la transition, alors les freins, et je termine là-dessus, ben c'est qu'effectivement, quand vous êtes endetté jusqu'au cou, pour une culture, par exemple les gros betteraviers là, qui ont cru qu'il y avait un avenir pour faire de l'éthanol en France avec de la betterave. Maintenant, ils ont fait de gros investissements. Si vous leur demandez de diversifier, de mettre du chanvre dans la rotation, parce que le chanvre va faire un tel ombrage que les herbes, les mauvaises herbes ne vont pas pouvoir proliférer, et j'aurais dit, ah non, moi je fais de la canette, je fais de la betterave, hein, je me spécialise, maintenant il faut que je rembourse. Il y a aussi les craintes, d'abord il y a la formation, hein, et l'incertitude sur ce que donnent ces systèmes de production beaucoup plus diversifiés, sauf que, en même temps, ces systèmes beaucoup plus diversifiés, les gens découvrent que c'est ça qui est résilient. C'est-à-dire que si un jour il y a une jaunisse sur la betterave, au moins les revenus seront sur la pomme de terre, seront sur le colza, sur le tournesol, le blé, l'orge, peut-être même du lin, dans des rotations longues et des trucs diversifiés. C'est-à-dire, il y a une crainte, très honnêtement, dans cette transition, alors que précisément, c'est ça qui est conforme à une rémunération juste et résiliente des producteurs sur le long terme. Voilà ce que j'ai envie de dire. Mais c'est l'adaptation des considérations locales, hein, je suis d'accord, et le faire sans arrêt l'état des lieux, des savoirs et savoir-faire des uns et des autres, ça c'est indispensable. Ok, merci beaucoup. Avant de regarder s'il y a des questions, parce que vous avez été tous super réglo sur les temps de parole, on a même de l'avance, incroyable. Moi, j'avais une question, parce que c'est quand même un sujet qu'on débat régulièrement. Si on a fait ce travail, c'est aussi pour se dire, ok, on est tous d'accord sur l'objectif, la transition agroécologique, mais est-ce qu'on est sur le bon chemin? Est-ce que les uns et les autres, on va assez loin, on va assez vite? Et on a souvent en filigrane de ce débat un peu une question de la transition agroécologique. Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que toutes les fermes françaises peuvent aller là-dedans? Est-ce que c'est réservé aux petites fermes? Est-ce qu'il faut travailler avec les petites fermes, très petites? Je sais pas ce que ça veut dire petite, on peut en débattre, mais paysannes, voilà, qui restent à une échelle très petite. On a aussi des fermes plus grandes en France. Est-ce que celles-là, elles peuvent s'inscrire dans la transition agroécologique? Comment?
Est-ce qu'il faut choisir entre guillemets les paysans avec qui travailler? Donc ça m'intéresserait de vous entendre là-dessus avant de passer aux questions du public, parce que ce débat il est présent souvent et je pense que c'est intéressant qu'on puisse l'aborder. Je sais pas qui veut commencer là-dessus, Marc. Puis vous réagirez sur mes propos. Alors c'est vrai que moi le terme petit me déplaît, très honnêtement. Je sais que c'est small and beautiful, hein, je comprends très bien les registres là-dessus. Moi j'aurais envie de dire moyen. Il ne faut ni de très grandes exploitations, qui évidemment ont volonté sur de très grandes surfaces de vouloir amortir le capital argent investi. Est-ce que j'investis dans une sous-maneuse batteuse ou est-ce que j'achète un appartement à Soissons? Ça vous fera jamais de l'agroécologie. Si c'est de mieux rémunérer le taux de profit d'un capital argent, vous n'aurez jamais une transition vers l'agroécologie. Maintenant, si vous êtes minifundiaire, vous êtes trop petit sur de toutes petites surfaces, et sur ces petites surfaces, malgré un travail très intensif, certes, vous n'arrivez pas à dégager des revenus suffisants pour commencer à investir et laisser à temps au pommier de pousser parce qu'il ne donnera pas les pommes dès la première année, et que quand vous êtes trop pauvre, ben, c'est pas possible. La petitesse, je veux dire, et ça c'est un débat que j'ai eu tout récemment, figurez-vous, je ne m'attendais pas à ça, avec Vandana Shiva, c'était en distanciel, rassurez-vous, mais qui défend la petite paysannerie, et j'ai vu en Amérique latine des gens défendre la petite paysannerie, parce que comme ça, s'il y a beaucoup d'emplois pour les plus pauvres et les petits, comme ça, il restera des grandes exploitations pour les autres. Non, on va faire des réformes agraires, ce sera l'agriculture de taille moyenne, donc moi, le mot, ce sera paysan et moyen. Une agriculture paysanne, de taille moyenne, capable d'assurer le plein emploi et d'assurer des revenus décents. Alors, ça veut dire qu'en Europe, il nous faudra faire des réformes agraire en Bulgarie, en Roumanie, parce que c'est ça aussi, hein, la question de notre agriculture paysanne familiale, qui est en concurrence avec une agriculture de type brésilienne dans les pays de l'Est qui n'ont pas fait de réforme agraire quand on les a intégrés dans l'Europe, dans l'Union européenne. Donc ça, je pense que c'est dramatique. Mais c'est une agriculture de taille moyenne. Alors comment peut-on faire en France quand vous avez une grande exploitation et une volonté d'aller dans l'agroécologie? Il y a des exemples en France très intéressants de grandes fermes qui diminuent la surface par actif en créant plus d'actifs par kilomètre carré et à l'hectare. C'est-à-dire, je connais des exploitations, y compris un ancien secrétaire général de la Confédération paysanne, qui était en production végétale et qui a rétabli des élevages, y compris un élevage là, de ruminants et de gros ruminants. Mais déjà, pouvoir commencer soit des chèvres, soit des moutons, soit des poules pondeuses, soit dans la diversification, c'est-à-dire des petits élevages pour associer agriculture et élevage. C'est un des principes aussi de l'agroécologie. Hein. Utiliser les fientes de volaille, fabriquer du fumier, ce genre de choses, et non pas du lisier qui fertilise le littoral sur le littoral breton. Mais voilà, donc c'est des exploitations de taille moyenne et diversifiées, et on crée de l'emploi. Je pense que oui, on peut engager des grandes fermes dans une vraie transition agroécologique, des productions bio. Ça ira souvent de pair, je crois que on l'entend, hein, là, les céréales bio, c'est souvent des gens qui sont aussi meuniers, qui font aussi des circuits courts. Enfin, on crée des emplois, soit dans la ferme, soit même dans la ferme, parfois en transformation de produits agricoles. Il y a déjà des initiatives très intéressantes. Et donc, moi, c'est pas la taille de la ferme qu'il convient de regarder, c'est plutôt la surface par actif, et multiplions les actifs. Super. Christelle, à la COCEBI. Personne, hein, pas les actifs. Oui. Plus de personnes sur les fermes. À la COCEBI, c'est des grandes fermes, des fermes moyennes, des petites fermes. Comment vous positionnez sur cette question-là? Justement, je rebondis sur la taille moyenne, je trouve, a du sens. Et je pense que le plus important, enfin, pour redonner, alors, c'est vrai que la taille d'une ferme, selon son activité, elle est différente. Si c'est du maraîchage ou si c'est de la grande culture ou si c'est de l'élevage. C'est vraiment différent. Je pense que effectivement au sein de la COCEBI, on impulse le fait de remettre aussi de l'élevage au sein des productions céréalières, parce que, enfin, aussi pour faire des légumes, hein, il faut de la matière organique, et donc on peut pas le véganisme a pas de sens dans l'écosystème de notre planète. Enfin voilà. Après, on va pas rentrer dans ce débat tout de suite, mais excusez-moi. Sinon, on n'a pas fini, mais effectivement. Enfin, en tout cas, je pense que la taille des fermes va jusqu'à la transmissibilité, en fait. C'est une ferme, si elle devient grosse, enfin, plus elle devient grosse, et moins elle est transmissible. Et donc, une ferme qui devient non transmissible, finalement, c'est plus un agriculteur qui peut s'installer, mais des fonds financiers. Et du coup,
le savoir-faire, l'agriculteur a perdu quelque chose, quoi. Et donc moi je dirais que la taille des fermes, elle est là. Et effectivement, même si une ferme elle est grande, si elle est divisée et partagée en fonction de comment elle est faite, ça veut dire que une personne peut sortir parce qu'il part en retraite, mais une autre peut rentrer. Mais le fait la transmissibilité pour moi c'est le cœur de la taille des fermes. Voilà. Merci. Ludovic, comment vous voyez ça? Bon, déjà, je partage complètement ce que vient de dire Christelle sur cet aspect de transmissibilité des fermes et transfert de savoir-faire. Alors, obligatoirement, je suis obligé de compléter et de dire les choses un peu différemment. Mais finalement, les choses, elles sont assez naturelles. La question pourrait se pose pour les agriculteurs, mais elle se pose aussi pour les industriels. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit travailler plutôt, nous, dans le domaine des céréales, avec des petits meuniers, des gros moulins, des moulins indépendants? Est-ce qu'on doit travailler plutôt avec des TPE, PME? En fait, c'est un peu plus complexe que ça. Moi, je l'ai vu au travers des dernières années que les acteurs qui viennent vers nous sont des acteurs qui ont déjà une certaine maturité, qui ont déjà réfléchi à leur modèle. Ils inscrivent cette dynamique du commerce équitable et de la transition agroécologique dans leur stratégie, que ça soit au niveau de la ferme ou au niveau de l'industriel. Donc finalement, je pense que les grosses exploitations, les petites exploitations, après, en plus, on ne sait pas réellement de quoi on parle. J'ai envie de dire, tout dépend de la philosophie de la personne qu'on va avoir en face. Et est-ce qu'elle a réellement envie de travailler dans le sens du commerce équitable, dans le sens de l'agroécologie? Donc finalement, nous, on s'adresse pas non plus à tout le monde. Il y a des acteurs qui ne sont pas en capacité aujourd'hui de s'inscrire dans notre modèle. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle, nous, dans notre première étape, je dirais, de rencontre, ce qu'on appelle notre réunion découverte, on s'aperçoit très rapidement si les agriculteurs, le collectif, l'industriel est en mesure ou pas de rentrer rapidement dans notre modèle et de s'inscrire dans la durée, d'y mettre les moyens. Donc finalement, c'est plus une question, je dirais, de mentalité, de maturité, de vision, plutôt que de taille, en fait, finalement. Parce que le problème qu'on va avoir, c'est que si demain, et là, je pense aux industriels, si on s'adresse uniquement... Alors, on a des TPME. Des TPE, je pense aux meuniers que je connais un peu plus. Nous, on a des moulins qui écrasent entre 500 et 1000 tonnes, et d'autres qui écrasent, attention, 150, 200 000 tonnes. Et pourtant, on travaille avec les deux. D'ailleurs, le gros meunier nous fait certainement un peu moins appel parce qu'il a plus de compétences internes. Et finalement, il devient solidaire du petit meunier qui, lui, a peut-être plus besoin d'accompagnement. Et dans les collectifs de producteurs, c'est un peu pareil. Il y a, je dirais, une logique de solidarité qui s'inscrit dans cette communauté entre les différents collectifs. Et finalement, voilà, pour synthétiser, c'est vraiment une question de philosophie, de mentalité des acteurs par rapport à nos valeurs. Merci beaucoup. Donc, on voit que la dimension collective a aussi son importance, effectivement, pour inscrire des formes de solidarité entre ceux qui ont plus besoin d'accompagnement, ceux qui en ont peut-être un peu moins besoin. Je parlais des entreprises, mais certainement entre les fermes aussi. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions du public? Est-ce qu'on peut afficher ça? Je jette un œil auprès de ma collègue. Oui. Nous avons plein de questions. Alors, donc on a des questions, on nous dit, on parle beaucoup des agriculteurs, mais effectivement, quels sont les leviers, les actions pour les entreprises? On en a un petit peu parlé, mais également les distributeurs, on en a moins parlé, ça pourrait être intéressant. Des exemples concrets, donc on nous parle d'un projet Songhai au Bénin, donc on va pas s'étendre puisque là on a choisi de témoigner plutôt sur des projets en France, mais il y a évidemment des choses très intéressantes au sud. Changer le prisme pour les agriculteurs, produire notre alimentation non pas pour un marché mais bien pour le bien-être de tous tout en respectant la nature. Est-ce que les agriculteurs en France ont changé? Ce débat. Ceux qui sont prêts à s'engager sans doute. Alors donc on a des questions sur le sud effectivement à nouveau donc encore une fois bien sûr que ces logiques existent aussi au sud mais on n'a pas on a fait le choix de focaliser sur le nord et donc on n'a pas avec nous les intervenants qui nous permettront de vous donner des exemples.
Sur la betterave, qu'est-ce qu'on peut faire? Bonne question. On a vu qu'il y a, c'est typiquement un bon exemple qui montre qu'il y a des ambitions écologiques, agroécologiques, mais que l'argument court-termiste des emplois et le chantage à l'emploi fait qu'on a parfois des retours en arrière, et donc on est pleinement dans notre sujet, à mon avis, sur la betterave. Des critères outils pour mesurer la restauration de la biodiversité dans le cadre de la transition agroécologique. La réforme de la PAC. Alors, qu'est-ce qu'on va vous poser comme question? Alors peut-être ce serait intéressant on sort un petit peu de notre sujet, mais voir si vous avez une idée sur comment on peut faire bouger les distributeurs. Ça peut être une première question intéressante. Et puis peut-être sur la partie restauration de la biodiversité. Je sais pas, Christelle, si vous avez des exemples un peu plus précis de comment on peut mesurer cette question-là de la biodiversité, ou Ludovic, peut-être aussi des exemples sur ces deux sujets-là. Est-ce que vous avez des éléments sur les distributeurs et comment on peut mieux mesurer cette histoire sur la biodiversité, l'impact sur la biodiversité, parce que c'est effectivement aussi ce qu'on a envie de discuter ensemble, c'est voilà, on a des intentions, on essaie de se doter d'outils pour avancer, comment on arrive à voir si on avance ou pas en termes d'impact. Je prends la main. Alors déjà sur les distributeurs, c'est un sujet qui est extrêmement important. Aujourd'hui, c'est vrai on sent l'appétence des distributeurs par rapport au sujet du commerce équitable. On est extrêmement sollicité. Faut savoir aujourd'hui que notre label, j'en parle indirectement, s'impose essentiellement sur des marques nationales et pas des marques distributeurs. On est en réflexion par rapport à ça, parce que finalement on squeeze une partie d'acteurs qui pourraient permettre d'avoir des volumes je dirais supplémentaires en commerce équitable, et donc des volumes je dirais qui permettraient à des producteurs de s'engager dans le dispositif. Les distributeurs, c'est pas simple, ils m'en voudront pas. Pour que ça fonctionne, il faut qu'ils s'inscrivent dans la contractualisation avec l'ensemble des acteurs. Moi, je considère qu'on ne peut pas inscrire un distributeur dans un modèle de commerce équitable si lui-même s'engage pas sur des prix, sur une durée et sur un volume. Moi, ça me paraît indispensable. Sinon, les risques ils sont diversifiés. C'est d'une part qu'ils mettent en place un produit labellisé en commerce équitable et qu'il en fasse une communication très institutionnelle, très corporate, en laissant sous-entendre finalement que ça couvre une très large gamme de ces produits. Et ça serait, je pense, fortement dommageable pour les autres acteurs qui, eux, font énormément d'efforts sur l'ensemble de leur marque. Après, en termes d'engagement, en effet, il faut aller plus loin. C'est-à-dire que ça soit les industriels ou les distributeurs, on demande beaucoup d'exigences auprès des producteurs. Il faut aussi que les industriels et les distributeurs aient une logique territoriale finalement. C'est-à-dire que même si bon, on sent bien aussi l'appétence du consommateur par rapport au local, mais qu'ils aient une logique territoriale, c'est-à-dire qu'ils privilégient plutôt des achats dans un circuit, je dirais, de proximité. Donc ça, ce serait une première chose et extrêmement intéressant d'un point de vue environnemental et aussi, je dirais, d'un point de vue sociétal pour faire du lien entre tous les acteurs d'un même territoire. Ensuite, par rapport aux industriels, je dirais ça fait partie de leur stratégie. C'est-à-dire, à partir du moment où ils commencent à travailler sur des sujets d'éthique, de commerce équitable, ben ils peuvent pas oublier non plus, je dirais, le conditionnement. Donc là, ils vont travailler sur des produits ou des packaging qui soient recyclables. Et finalement, on s'aperçoit que cette stratégie de travailler également sur les packs s'inscrit dans une démarche beaucoup plus globale qui rejoint leur engagement dans le commerce équitable. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, notre label, à mon avis, alors je vous l'ai dit, on oblige l'acteur, je dirais, qui met en marché à s'inscrire dans la contractualisation. Donc déjà, c'est extrêmement important. Mais pour moi, c'est pas suffisant. En effet, il faut aller plus loin. Et faut également qu'ils s'inscrivent dans une démarche, je dirais, de développement durable, de responsabilité sociétale beaucoup plus large, qui peut toucher, comme je le disais, les conditionnements qu'ils peuvent utiliser pour leurs produits.
Après, je peux intervenir sur la biodiversité. Peut-être juste continuer sur le distributeur. Christelle, vous êtes aussi administratrice de Biocop, vous êtes un animal un peu bizarre, vous êtes productrice et vous êtes administratrice d'un distributeur, c'est quand même assez étrange. Donc, est-ce que... Non, c'est pas étrange du tout. Vous allez nous expliquer ça. C'est sans doute un peu rare quand même comme situation. Du coup, est-ce que vous avez un poids pour faire bouger un distributeur comme Biocop, qui est quand même le premier réseau de distribution de produits bio en France, donc qui a un impact? Alors, juste pour expliquer, ce n'est pas bizarre que des producteurs soient administrateurs chez Biocop, parce qu'en fait, Biocop est une coopérative, et dans une coopérative, il y a des sociétaires, et chez Biocop, il y a des sociétaires magasins, mais il y a aussi des sociétaires groupements de producteurs, il y a aussi des sociétaires salariés, et il y a aussi des sociétaires associations de consommateurs. Donc, tous ces gens-là se retrouvent au sein du conseil d'administration, et donc, il y a deux administrateurs issus des groupements de producteurs dont je suis l'une des deux. Et en fait, moi, donc effectivement, Biocop est engagé dans le commerce équitable depuis très longtemps, avec son cahier des charges qui a été impulsé par les groupements de producteurs. Justement, on y a beaucoup travaillé, donc c'est pas quelque chose de nouveau pour Biocop, et plus de 80% de l'offre de chez Biocop est issue du commerce équitable, donc dont aussi le commerce équitable Origine France. Moi, je voulais revenir par rapport à une question qui disait est-ce que les agriculteurs ont changé? Mais je pense que c'est pas les agriculteurs qui doivent changer, mais les consommateurs qui doivent changer pour que justement les distributeurs puissent changer. Et je pense que c'est nous tous qui devons changer. Et effectivement, les agriculteurs sont aussi. Alors il y a ceux qui font déjà, il y a ceux qui sont en marge de progrès, et tout ça ira en fonction de ce que les consommateurs voudront, quoi. Donc, je pense que c'est important de pas oublier que le consommateur est un consommateur, en fait. Voilà. C'est vrai que les consommateurs envoient des signaux très forts que les distributeurs ne peuvent pas ignorer souvent. Est-ce que, Marc, tu veux réagir sur cette question des distributeurs, ou sinon il y a un appel du pied sur la PAC Donc, je réponds sur l'appel du pied de la PAC, avec compris une nouvelle pas trop mauvaise en ce qui concerne notre mouvement, mais juste dans ce qui peut éventuellement convaincre des gens autour de vous, mais qui ne sont pas encore adhérents, j'allais dire, à l'équité, qu'il faut impérativement terminer avec ces filières d'agriculture industrielle. On ne manque pas d'arguments. Je suis désolé, ils ne sont pas éthiques. C'est déjà que le revenu des agriculteurs en France, même sur des filières qu'on croyait être la betterave, le sucre, les céréales, les patates, c'était hautement rentable, ben c'est fou. Il n'y a aucune de nos filières issues de l'agriculture industrielle aujourd'hui qui peut survivre dans les 20 ans qui viennent. Il nous faut être très clair là-dessus. Alors évidemment, ça a été l'élevage qui a été le premier affecté. Dans le Limousin, faire de la viande en concurrence avec l'Argentine, difficile. Les éleveurs laitiers, l'usine de déshydratation de Carhaix pour les petits Chinois, pour qu'ils n'aient pas de lait contaminé, sachant que les Chinois investissaient aussi en Nouvelle-Zélande. Figurez-vous qu'on peut faire de la poudre de lait. La Nouvelle-Zélande est plus compétitive que la Bretagne. La Bretagne a sélectionné des vaches qui produisent beaucoup de lait, mais se laisser de l'eau. Et maintenant, il faut déshydrater pour donner de la poudre pour les petits Chinois. Et on sera compétitif. Du coup, les Chinois ont refilé ça à Sodial, coopérative, dont les comptes sont plombés. Je vous assure, il y a de quoi le taux de suicide dans l'agriculture, on comprend qu'il s'élève. Mais on découvre, les céréales à 90 quintaux, un blé à 90 quintaux, très coûteux en engrais de synthèse, produits phytosanitaires. Comment voulez-vous qu'ils soient compétitifs sur le marché mondial à l'export avec un blé ukrainien à 35 quintaux sur une ferme de 10 000 hectares? Aucun avenir. Le blé moderne, ce sera un blé à 50 quintaux fertilisé avec de la luzerne. Mais ça, c'est déjà vrai aujourd'hui. Vous voulez que je vous parle de la jaunisse de la betterave? Écoutez, rapidement. Oui, pensez un seul instant que le sucre, l'éthanol, on puisse être compétitif avec la canne de sucre brésilienne, 40 000 hectares, Tereos International, à savoir que des coopérateurs d'une coopérative Tereos France, leur capital est investi chez le concurrent plus compétitif pour faire de l'éthanol et du sucre standard. Aucun avenir. Donc c'est terminé. Donc il est clair que la raison pour laquelle les gens vont bouger, c'est quand même une histoire de simple revenu. Alors on a vu que l'endettement, ça n'incitait pas à diversifier, mais l'avenir, de toute façon, est à des systèmes diversifiés et dans lesquels on a réintroduit
Le mot légumineuse est sorti une fois tout à l'heure, mais c'est très important, vous faites des céréales et légumineuses, hein. Mais c'est la luzerne, c'est le trèfle, c'est le sainfoin, c'est le lotier. On va avoir des substituts au soja, ce sera de la févrole, ce sera du lupin, ce sera du pois fourragé. Et vous voulez un substitut au glyphosate, mettez du chanvre. Le chanvre recouvre la terre, fait un tel ombrage que la mauvaise herbe ne peut même plus adhérer jusque la floraison. Vous remettrez des prairies temporaires fauchées. Et les substituts, c'est pas des produits de substitution, hein. C'est pas une molécule de substitution, l'avenir moderne de l'agriculture française. Donc même point d'intérêt monétaire du quotidien, il faut changer nos systèmes de production. Et ben, du coup, quitte à commencer cette transition, mettre un cahier des charges, mettre un peu d'éthique, je trouve que ce serait pas trop mal. Et puis, vous savez, effectivement, hein, la poule pondeuse, elle se nourrit d'un larve de carpocaps, et si le carpocaps est bouffé par la poule pondeuse, ben, votre pommier, figurez-vous, il sera pas atteint par les vers, et du coup, vous ne serez pas obligé de mettre de traitement pesticide. Non, la solution, hein, c'est très clairement, pour les revenus et la résilience, c'est ça. Et figurez-vous, ces systèmes sont conformes à l'intérêt général. Alors, c'est notre rôle de consommateur, ça c'est bio, labellisé, on fait confiance, mais le service environnemental, il faut payer le service environnemental. Et c'est ce que nous faisons, nous, militants, aujourd'hui, avec un prix supérieur, même quand c'est pas bio, c'est qu'on est un peu en train d'encourager avec une rémunération le service environnemental. Mais la politique agricole commune, là, dont on m'a demandé de parler un petit peu, ben justement, elle va devoir payer les services d'intérêt. C'est-à-dire que le service d'intérêt général doit être payé par le contribuable, c'est des impôts qu'on paye déjà. Ben les subventions de la PAC, ce ne sera plus des aides à l'hectare, ce sera la rémunération des services environnementaux. Et je souhaiterais, par la voie contractuelle, et que ce soit sérieux. Je vois aujourd'hui que certains reprennent l'idée. Ah oui, on va remettre des haies. Oui, alors les haies monospécifiques, une seule espèce, taillée bas comme ça. Alors évidemment, ça n'hébergera pas les coccinelles, hein. Donc il faut qu'on soit sérieux aujourd'hui quand on veut remplacer des aides. Les paysans n'ont jamais demandé à être mendiants et vivre d'aides. Ils méritent d'être correctement rémunérés pour un service d'intérêt général. Bon, ben allons-y, par la voie contractuelle, et on sera sérieux dans les contrats. Juste la nouvelle, c'est que dans 2 jours, le Commerce Équitable France, avec son nouveau président, nous allons à l'Élysée pour expliquer tout ça. On vous dira ultérieurement le relatif succès que nous allons obtenir. Alors, tu fais une excellente transition avec le mot de la fin, parce qu'on va s'acheminer vers la fin de cette table ronde. Je voulais vous donner une dernière fois la parole, chacun. Justement, voilà, vendredi après-midi, on voit le conseil agricole du président de la République. Donc, si vous avez une bonne idée avec laquelle on peut arriver dans notre besace, on en a plein déjà, hein, mais un élément sur lequel vous voulez insister, qu'est-ce que vous nous diriez chacun en 1 minute pour conclure cette table ronde, pour que effectivement le commerce équitable demain participe plus encore à accélérer cette transition agroécologique. Qui se lance, Ludovic, je te sens prêt. Alors, je vais encore parler des labels, mais l'enjeu pour nous, qui est extrêmement important, bien sûr, c'est la reconnaissance des labels. Pourquoi je dis ça? Parce que le contexte, en tout cas la crise qu'on est en train de vivre, a eu 2 effets. Alors, on parlait de rupture et de changement je dirais des pratiques des consommateurs. Je dirais pas ça, je dirais plutôt qu'il y a eu une accélération, en fait. Une accélération de ce mouvement de fond avec des effets positifs sur le commerce équitable. Et ce qu'on voit en parallèle, et ce que je crains aujourd'hui, c'est la démultiplication d'allégations surfant sur nos thématiques. Pourquoi? Et même des acteurs qui sont plutôt engagés dans des cahiers des charges reconnus. Pourquoi ils font cela? C'est qu'ils s'aperçoivent justement que finalement, ils s'imposent, si je peux me permettre, des contraintes. Et en parallèle, ils ont leurs concurrents qui, eux, font leurs allégations privées, souples, très réactives, très agiles, et bénéficient finalement du même marché. Donc, le risque qu'on a, en fait, c'est plutôt une dichotomie. D'un côté, nous, commerce équitable, avec des labels exigeants, et de l'autre côté, une démultiplication des allégations faciles à mettre en place, très bien marketées, qui font le buzz et qui aujourd'hui se développent encore de manière exponentielle. Ok, c'est bien noté, les mêmes règles pour tout le monde. Christelle? Moi, si je voyais le président, là, je lui dirais courage, quoi. Non, enfin, je veux dire, à un moment, il faut qu'il ait du courage pour peut-être, il aura peut-être l'impression de casser des trucs, mais je pense que nous faire croire qu'il fait un pas en arrière, un pas en avant, et en fait il refait 2 pas en arrière. Enfin, je trouve ça vraiment dommage. Donc effectivement,
je pense qu'il faut qu'ils prennent des risques, mais en tout cas, ce sera des risques pour nous et des risques positifs. Et je pense qu'effectivement, remettre les néocotinoïdes, enfin, c'est un manque de courage pour moi. Enfin, vraiment. Peut-être ils pourraient directement faire de la betterave, enfin, du sucre bio. Enfin, peut-être il y aurait d'autres opportunités plutôt que de repartir donc voilà, je lui dirais courage, Monsieur Macron. Merci. Marc, le mot de la fin. Moi, ce que j'ai vraiment envie de dire au président, alors c'est sur les mêmes thèmes, mais j'aurais presque envie de le lire autrement. Si vous voulez vraiment être discrédité, allez-y, rétablissez les néonicotinoïdes. On sait qu'il y a des alternatives. Elles peuvent être rentables. Les usines sucrières, elles ont fermé avant même qu'il y ait les néonicotinoïdes. C'est donc bien le fait que notre filière sucrière est déjà en péril, avant même cette histoire de jaunisse. Donc, Monsieur le Président, on ne vous demande même pas d'être courageux. Si vous ne voulez pas être complètement discrédité, alors ne recommettez pas une boulette de cette taille-là. Moi, ce que j'aurais envie de dire. Alors, c'est vrai aussi que, avant de lui dire ça, j'ai envie de lui demander qu'il nous aide à une reconnaissance publique des labels du commerce équitable, et puis qu'une TVA réduite pour les produits labellisés équitables, ça pourrait déjà être justicieux. J'ai quelques petites suggestions à lui faire avant de me fâcher avec lui. Merci. Merci beaucoup. Merci pour vos contributions. On espère que les uns les autres vous repartiez avec un peu plus d'éléments et plein de courage pour mettre nos outils du commerce équitable au service de la transition agroécologique. Et on va juste après reparler des citoyens et des consommateurs. On va parler éducation. Donc merci à tous et on enchaîne avec la suite.